Et nous passons maintenant à la prochaine session sur euh, l'obligation de diligence et les outils pratiques, modérée par Marina Schneider, qui est professeure. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue. Alors Marina, la parole est à vous. Merci Kirsten. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici, d'être aux côtés de nos partenaires et modérer la session sur l'obligation de diligence, qui, comme cela a été dit ce matin, est un élément qui est au fondement de la Convention de 1995, puisque l'obligation de diligence, c'est un comportement. Et on observe la manière dont les musées sont impliqués dans la chaîne d'acquisition, pas simplement l'acquisition, mais ces musées reçoivent des dons. Et en recevant des dons, une attention doit être prêtée aux objets. Lorsqu'on parle de restitution, par exemple, il faut restituer l'objet, mais il faut empêcher qu'il y ait toute forme de compensation. Donc, il y a des critères qui sont donnés. Et la même chose vaut pour la directive de l'Union européenne. Alors, c'est important pour nous de comprendre la manière dont les musées agissent en termes d'obligation de diligence et une importance doit être accordée aux outils nécessaires pour ce faire. Évidemment, il faut des directives, un code de déontologie, et le plus connu d'entre eux est celui de l'ICOM. Et c'est pourquoi notre premier orateur sera Andrea Kieskamp. De 2015 à 2019, vous avez été secrétaire du comité pour le code déontologique pour les musées au sein de l'Association des musées aux Pays-Bas. Vous êtes vice-président de Blue Shield aux Pays-Bas et vous travaillez sur un livre sur la protection du patrimoine culturel aux Pays-Bas en temps de Deuxième Guerre mondiale. Vous allez nous dire quelle est l'importance du code déontologique de l'ICOM pour les professionnels des musées. Et commençons avec nos panélistes, et notamment avec Maria Dahlström. Deux questions lui sont posées. Maria est conservatrice aux musées nationaux de culture du monde en Suède, les NMWC. Elle travaille pour les collections de 4 de ces musées depuis 2008 et elle se concentre maintenant sur les questions relatives au trafic illicite de biens culturels, leur recherche sur la provenance et la restitution. Elle a un master en archéologie spécialisé en archéologie classique et en archéologie d'Afrique occidentale. Ma première question est la suivante. Que signifie l'obligation de diligence pour vous? Et je vous donne 3 minutes pour répondre. C'est un peu court. Oui, si nous avons plus de temps pour nous étendre, mais il faut que tout le monde puisse répondre. Pour moi, l'obligation de diligence, c'est y réfléchir à 2 fois. Réfléchir à 2 fois sur tous les scénarios possibles. Et l'obligation de diligence, c'est comprendre les différents événements possibles avec un objet particulier. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il peut y avoir des délits, des infractions. Donc, c'est une question de recherche auprès d'archives, par exemple. Et il faut bien sûr que cette recherche soit faite avant l'acquisition d'un objet ou d'une collection, avant le lancement d'une présentation. Et Andrea allait parler de déontologie. Je crois que la déontologie et l'obligation de diligence sont étroitement liées. Nous avons travaillé la mise en œuvre de ces principes dans nos musées de culture du monde aux Pays-Bas. Pendant plusieurs années, nous avons un conseil déontologique qui s'intéresse à ces questions très sensibles. Et à cause de la pandémie, grâce à la pandémie, nous avons pu avoir des discussions sur les normes déontologiques. Nous avons pu discuter de ce qui était le plus adapté à nos
départements, nous avons pu parler de la manière de présenter nos collections. Mais une partie de l'obligation de diligence est liée à la politique d'acquisition. D'abord, parce qu'il faut éviter toute pratique illicite, et puis les musées doivent avoir un rôle de modèle. Et alors, j'accélère, mais nous avons changé notre stratégie d'acquisition de manière radicale ces dernières années. Nous avons arrêté les acquisitions archéologiques, sauf s'il y a les permis nécessaires. Et comme vous le savez, souvent, il n'y a pas ces documentations. Par le passé, honnêtement, le musée ne s'en est pas trop préoccupé. Certains objets, s'il était estimé qu'ils avaient de la valeur, auraient pu être acquis. Mais maintenant, tout ce qui est une antiquité, d'une importance culturelle importante, bien, il y a plus de vérification. Nous ne voulons pas qu'un objet, nous voulons le contexte historique. Vous savez que toutes ces antiquités sont des références historiques. Et il se peut que certains objets aient fait l'objet de fouilles illégales, ou que ces fouilles aient été légales. Mais je crois que mon institution pense que ce n'est plus suffisant. Tout revient aux questions déontologiques. Et si un objet a fait l'objet de fouilles il y a des centaines d'années, ou s'il a été pillé, et la même chose vaut pour des monuments, des peintures, eh bien, il faut se pencher sur ces questions déontologiques. Pourquoi le musée serait-il autorisé à acquérir ces objets? Donc, je pense que les musées et les autres institutions qui ont des collections doivent mieux partager les archives liées à ces objets. Vous parliez de CIDOC tout à l'heure, c'était très intéressant. C'est un bon exemple. Il faut pour cela des ressources à l'échelle internationale. Et ici, en Suède, nous avons un réseau de partage de bonnes pratiques, d'archives, et nous ne sommes qu'au début. Et lorsqu'il en va de nos musées ici en Suède, eh bien, nous pouvons en aperçu de nos collections. Nous nous intéressons à toutes les collections dans leur ensemble et nous comparons les connaissances que nous avons sur les objets présents dans ces collections, qu'ils aient été importés, acquéris, etc., etc. Donc, cela nous permet de savoir ce que nous devrions avoir comme collection, ce que nous ne devrions pas avoir. Et puis, il faut bien évidemment ensuite identifier les objets qui doivent être restitués. Puisque toutes ces questions sont liées. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Il faut peut-être que nous continuions nos discussions un petit peu plus tard. Mais merci d'avoir attiré notre attention sur l'obligation de diligence et la recherche sur la provenance, qui ne sont pas de choses identiques, mais qui sont liées. Et c'était intéressant de voir la manière dont les musées gèrent cela dans la pratique. Et cela peut changer, comme vous l'avez dit, les catégories d'objets qui font l'objet d'acquisition. Avec ces fouilles, il est parfois très difficile d'avoir accès à la documentation nécessaire et le musée n'a plus accès au contexte autour de l'objet, ce qui est très important. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Andrea souhaite maintenant partager sa présentation. Est-ce que l'on essaie une deuxième fois? Oui, je vais essayer. J'espère que ça fonctionnera cette fois. Je vous en prie, vous avez la parole. Yes, it's good. We see Oh very my well. Nous God. voyons votre présentation. Tout fonctionne. Thank you very much. Formidable, merci. Merci de l'invitation. Merci de m'avoir invité à
Merci à IC Ethics. Et je vais me concentrer sur l'importance du code de déontologie dans les pratiques de musée. Je vais montrer le périmètre du code dans le cadre de dilemmes déontologiques avec des exemples très concrets. Mais tout d'abord, revenons en arrière et revenons-en à l'année 1955. Une scène de film que certains d'entre vous ont peut-être déjà vue. En raison des droits d'auteur, je dois vous demander, s'il vous plaît, d'arrêter l'enregistrement. Know how many of you have seen Je the ne sais movie? pas si vous avez toutes et tous vu le film. Et voilà, c'est le film qui s'appelle Monuments Men 2014. Et franchement, le film n'était pas si bon que ça. Mais cette scène est toujours très émouvante pour moi, puisqu'elle montre l'importance du patrimoine culturel. C'est une question d'émotion, d'identité. Et Anna en a déjà parlé tout à l'heure, parce qu'elle parlait des conclusions du Conseil. Cela peut avoir un rôle important dans les processus de réconciliation. Ici, vous pouvez voir la découverte réelle où Stephen Kovalyak, George Stout et Thomas Carhoe ont transporté la sculpture que vous voyez voir en 1945. L'œuvre avait été volée par les nazis dans l'église à Bruges, et ce sont 3 membres des Monuments Men, une unité d'environ 345 hommes et femmes qui ont arrêté leur carrière de conservateurs, d'architectes et de professeurs simplement pour minimiser les dégâts envers ce patrimoine. La guerre mondiale a entraîné une destruction à grande échelle de biens culturels. Et en novembre 1945, l'UNESCO a été fondée et 1 an plus tard, le Conseil international des musées. Et le problème du commerce illicite était un motif important pour que l'ICOM mette au point un code déontologique. Pour vous donner une idée du processus qui a permis au code déontologique de voir le jour, je vous propose quelques grandes dates. 1946, Donc, juste après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, ICOM fut fondé. En 1947, nous avons une résolution de conférence sur les fouilles illégales et export des œuvres de patrimoine culturel. Cela a déjà été mentionné par Sophie lorsqu'elle a évoqué l'histoire de l'ICOM. Et le premier jalon dans la préparation de ce code de déontologie était en parallèle avec les travaux vers la Convention de l'UNESCO de 1970 sur le trafic illicite de biens culturels. Le groupe de travail de l'ICOM a préparé 20 recommandations pour renforcer l'effort international contre le trafic et ceci a été vu comme une première étape dans l'établissement d'un code de professionnel de déontologie en 1971. Les résolutions de l'ICOM sur l'éthique de l'acquisition et la documentation des collections et les missions sur le terrain. En 1974, l'ICOM a préparé un guide sur la législation nationale pertinent à la propriété culturelle et la même année, le groupe de travail commence à travailler sur un code de déontologie global. En 1986, un code de déontologie professionnelle fut approuvé à l'Assemblée générale de l'ICOM unanimement. Et en 2004, le code de déontologie actuel pour les musées était publié. Voici le code de déontologie de l'ICOM qui est
base même qui dit que les normes minimum de pratique professionnelle de la performance des musées et leur personnel. Et pour vous donner l'étendue, la portée de ce code de déontologie, je vais vous montrer les 8 principes. Le premier principe, c'est que les musées préservent, interprètent et promeuvent l'héritage naturel et culturel de l'humanité. Les musées qui maintiennent des collections les tiennent pour le bénéfice de la société et son développement. Ils ont des preuves primaires pour la promotion des connaissances. Les musées donnent des opportunités pour l'appréciation, la compréhension et la gestion du patrimoine naturel et culturel. Les musées ont des ressources qui donnent l'opportunité pour d'autres services publics et les avantages. Les musées travaillent en proche collaboration avec les collectivités d'où viennent leurs collections, ainsi que les collectivités qu'ils servent. Septième, les musées opèrent de façon légale. Et huitième principe, que les musées opèrent de façon professionnelle. Voici les 8 principes et chaque principe a des articles dans lesquels ceci est spécifié davantage. Alors, Sophie a déjà mentionné que les musées peuvent être les cibles des vols. Ça, c'est un des articles au titre du premier principe, les exigences en matière de sécurité. Alors, comment est-ce que les autres principes sont liés à la lutte contre le trafic illicite? Alors, pour dire clairement que le code de déontologie est un document séparé et une norme minimum est effective que dans certaines conditions. Je vais évoquer une demande récente d'un conseil d'un musée archéologique de Leiden au code de déontologie pour les musées aux Pays-Bas. Mais avant de le faire, je voudrais vous dire comment on met en œuvre cette éthique ce code d'éthique dans le secteur des musées des Pays-Bas. Alors, le registre des musées donne les noms des musées qui remplissent les critères de qualité qui est résumé dans les normes des musées et l'acceptation de ces codes de déontologie est un des principes de base de cette norme. Seulement, un musée enregistré peut être membre de cette association des musées. Alors, l'association des musées facilite le comité des codes de déontologie pour les musées qui conseille sur des dilemmes éthiques auxquels font face les musées, menés par un conseiller juridique et consiste en des experts, des professionnels des musées. Maintenant, si le comité de code de déontologie fait une recommandation, le musée n'est pas obligé de suivre cette recommandation. Néanmoins, la commission n'a pas le pouvoir d'imposer des sanctions. Mais si le musée ne suit pas les conseils, alors l'association des musées peut, par exemple, décider de les faire sortir de l'association en tant que membre. Alors, le musée ne recevrait plus les visiteurs avec la carte des musées. Le Museum Card, c'est une carte spéciale qui mènera nécessairement à moins de visiteurs. Revenons au Rijksmuseum, un musée national des antiquités à Leiden, aux Pays-Bas. Alors, en 2020, le musée compte acquérir une acquisition de plus de 400 objets venant principalement des domaines romains et grecs collectés ces 50 dernières années. Et l'image que je vous montre n'est pas la collection dont je vous parle, ce n'est qu'une présentation d'archéologie dans le métro d'Amsterdam. Alors, le musée estime qu'il est très important pour le musée en raison de sa composition, de sa qualité et sa valeur éducative et historio-géographique. Alors,
Pour rendre les choses un peu plus claires sur ce cas-là, il s'agit de la recherche de provenance de l'acquisition pour 400 articles. Alors, la connaissance de provenance ne remonte pas à plus de le propriétaire précédent, c'est-à-dire pour 300 articles. Les 108 articles les plus importants ont une meilleure documentation. Donc, le musée a commencé avec sa recherche de provenance de ces éléments les plus importants, les 108 plus importants. Et il n'y a aucune raison de douter la provenance de ces articles. Néanmoins, pour les 300 autres sont également pertinents et pour des raisons pratiques et financières, il est impossible de faire une enquête de provenance individuelle. Et le musée attend que la provenance de la plupart des articles ne peut pas être tracée du tout. Alors, le musée formule les questions suivantes dans sa requête au comité de l'éthique. Première question, est-ce que le code de déontologie, au titre de certaines circonstances, offre la possibilité de ne pas entreprendre la recherche de provenance en plein ou en partie, en entier ou en partie, lorsqu'il acquiert des objets? Et si c'est le cas, au titre de quelles circonstances et conditions? Alors, deuxième question, est-ce que le code offre la possibilité d'accepter une enquête de provenance qui révèle la propriété incomplète ou pas claire de la provenance et encore une fois, sous quelles conditions et quelles circonstances? Dernière question, si la réponse aux questions 1 et 2 sont oui, sont dans l'affirmative, alors est-ce qu'il y a certaines obligations, restrictions attachées aux objets ainsi acquis? Alors, le code formule des principes d'obligation de diligence pour que les musées n'acquièrent pas des objets qui ont été fouillés, acquis ou échangés illégalement, illicitement. Ça, c'est la première étape de la commission qu'elle a observé ces questions. Et lorsque vous pensez aux 8 principes auxquels j'ai fait allusion il y a quelque temps, le deuxième principe, article 2.3, provenance et l'obligation de diligence, le due diligence. Et cet article dit très clairement que chaque effort doit être fait avant l'acquisition pour assurer que tout objet ou spécimen disponible pour l'achat, don, prêt, échange n'a pas été illégalement obtenu ou exporté de son pays d'origine ou au pays intermédiaire d'où il pouvait être la propriété de façon légale de quelqu'un, y compris le pays du musée. The due diligence, à cet égard, devrait établir le plein historique du produit depuis la découverte ou la production. Le deuxième principe général, principe 4, donne un article sur la présentation du matériel dont on ne connaît pas la provenance. Il dit que le musée devrait éviter de présenter ou utiliser le matériel dont l'origine est a des doutes ou il y a un manque de provenance. Il devrait être conscient que de telles présentations pourraient accepter ou contribuer à les échanges illicites des biens culturels. Donc, lorsqu'il y a provenance et n'est pas connue, cela contribue ou une approbation des échanges illégaux des biens culturels. Alors, si la provenance pleine et entière n'est pas possible, alors la norme de la Convention de 70 de l'UNESCO s'applique. Alors, nous venons au principe 7 du Code et spécifiquement 7.2. Alors, le Code de déontologie stipule que la Convention 1970 de l'UNESCO est une norme minimum à être appliquée par les musées. Les antiquités importées après l'entrée en vigueur de la Convention exigent une licence d'exportation comme preuve d'origine légale. Alors,
Depuis décembre 2020, une nouvelle réglementation a été appliquée du Parlement européen numéro 880 daté de 2019 sur l'introduction et l'importation des biens culturels. Désolée de vous interrompre, je vous demanderai de conclure s'il vous plaît parce que je vous ai déjà donné plus de temps. Ah, désolé. Oui, je vais être plus rapide, dit l'oratrice. Alors, la Commission a également vérifié certaines autres questions. Le Code civil aux Pays-Bas, la liste rouge, les Nations Unies, est-ce qu'il y avait de l'échange illégal, illicite? Est-ce qu'on peut ne pas entreprendre cette recherche de provenance? Non, ce n'est pas possible. Deuxièmement, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'on peut entreprendre des enquêtes de provenance qui donnent une provenance incomplète et pas claire, incorrecte? Oui, mais uniquement comme safe haven, un lieu sûr. En d'autres termes, le musée ne peut pas acquérir ou acheter cette collection, il ne peut que le garder, le prendre en garde, pour ainsi dire. Donc, je vous ai parlé de différents principes qui sont déjà utilisés pour cet exemple, mais il y a le numéro 1 et le numéro 8 qui sont également applicables à toutes sortes de dilemmes euh, déontologiques. Alors, le trafic illicite au sein ICOM reçoit une nouvelle étape par IC Ethics qui a été démarrée en 2019 et je voudrais vous demander de consulter notre site Internet pour voir notre événement sur le trafic illicite des biens culturels 1er juin 2020. Pour vous donner une dernière conclusion, il y a deux choses qui sont fort importantes lorsque nous parlons du trafic illicite et le code de déontologie. D'abord, la coopération et la prise de conscience, et nous espérons pouvoir travailler là-dessus avec IC Ethics, avec l'ICOM, mais également avec l'UNESCO. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Andrea. Et encore une fois, désolée d'avoir été si dur. Mais merci de nous avoir montré comment ce code de déontologie est la pierre angulaire pour l'ICOM. Et ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans la pierre. Nous avons vu avec l'ICOM que ce code de déontologie a été révisé de nombreuses fois parce que c'est un concept changeant. Et lorsqu'il y a une situation spécifique, le code de déontologie a besoin d'être mis à jour. Et donc, c'est quelque chose de très, très important. Et également, l'usage pratique du code dans le musée de Leiden était très intéressant. Et le travail très important de ce comité international de ICOM. Nous avons entendu parler de CIDOC et maintenant la déontologie. Merci beaucoup, Andrea. Je donne maintenant la parole à notre deuxième intervenante, Darinka Kolar-Oswald, qui est à la tête du musée de la police slovène. Vous avez une licence en histoire de l'art. Vous avez commencé à travailler pour le ministère de l'Intérieur en tant qu'inspectrice de police pour les enquêtes sur les délits liés au patrimoine culturel. Donc ça, c'est très important de parler de ces unités, ces divisions spécialisées dans ce domaine. Vous êtes la conservatrice et la directrice du musée de la police slovène depuis 2011 et vous allez nous parler d'un instrument de l'ICOM extrêmement important, les listes rouges. Mais pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, pouvez-vous nous dire ce qu'est une liste rouge, plus précisément? Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez bien. Tout d'abord, je voudrais dire que c'est un honneur de faire partie du groupe qui a créé la toute dernière liste rouge. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir présenter notre travail lors de cet atelier. Qu'est-ce qu'une
liste rouge. L'histoire des listes rouges remonte à l'année 2000. L'ICOM a trouvé donc un nouvel outil pour lutter contre le trafic illicite de propriété culturelle. Ce n'est pas une liste d'objets volés, mais c'est une liste qui permet d'identifier le type d'objet dans quel type de pays est considéré comme patrimoine culturel. En ce qui concerne la liste rouge, les listes rouges sont préparées sur le même modèle. Donc, les objets culturels de l'Europe du Sud-Est sont déjà en place. Il y a également l'Amérique latine, l'Afrique, etc. Et donc, l'objectif de ces listes rouges, c'est d'inscrire les législations qui sont importantes au niveau national et international, et également de montrer quelles sont les catégories d'objets d'art qui sont à risque dans certaines régions du monde. Donc ici, là, on parle de l'Europe du Sud-Est. Donc la lutte contre le trafic illicite de propriété culturelle. C'est vraiment lié à l'âme d'une nation. C'est une perte irremplaçable pour une nation concernant leur passé, leur culture, leur histoire. Et donc, le trafic illicite est en troisième position lorsqu'on parle de l'argent gagné dans le commerce, dans le trafic illégal. Et évidemment, c'est lié à bien d'autres délits, donc des questions fiscales, destruction de sites archéologiques, contrebande et les délits liés au patrimoine culturel n'ont pas de frontières. Hein. Cela peut se produire dans n'importe quelle partie du monde. D'après les données disponibles, c'est également il y a également donc les résultats liés à la lutte contre ce type de crime. La police réussit dans 10 à 15% des cas à retrouver des objets qui ont fait l'objet de contrebande ou qui ont été volés dans des pays donnés. L'importance de la liste rouge, c'est vraiment de permettre le partage de connaissances, de sensibiliser les non-professionnels à ce qu'est ce sujet et quels sont les objets auxquels on s'intéresse. Sur la base de ma propre expérience, bien, l'une de mes missions, et là je vais parler du point de vue de mon travail d'inspectrice de police, lorsqu'il s'agit de lutter contre les délits, les crimes liés au patrimoine culturel. Donc l'une de mes missions, lorsque j'avais commencé il y a 20 ans, c'était également de préparer des données statistiques sur les délits d'ordre pénal. Donc des données sur les vols commis, sur les dégâts, les dommages subis. Mais de la part des unités de police, je n'ai rien reçu
aucune donnée sur la contrebande à un niveau transfrontalier. Et c'était une surprise pour moi d'avoir 0 données dans la région de l'ex-Yougoslavie, par exemple. Il y avait beaucoup de dégâts et de pillages. C'était véritablement une surprise. À ce stade, nous sommes demandés qui signale les vols, les propriétaires de biens culturels, de patrimoine culturel. Même chose pour les sinistres, signalés par les propriétaires. Et la contrebande, qui la signale? Personne. Darinka, excusez-moi, c'est très difficile d'être modératrice, mais nous avons encore 2 intervenants avec vous et je vais vous laisser 1 minute, 1 minute et demie, mais pas plus. Toutes mes excuses. Merci. Oui, très bien. Je voudrais simplement dire que ce qui est important, c'est l'éducation, la sensibilisation des non-professionnels. Et c'est quelque chose qui a été fait donc pour ces douaniers. Et ensuite, on a pu réussir à collecter des chiffres. Donc, pour l'Europe du Sud-Est, c'est important. C'est à nous de travailler sur ces sujets. Donc, la création d'une liste rouge peut permettre de créer des liens entre 10 pays, des professionnels dans 10 pays différents. Donc, il s'agit de définir des catégories d'objets culturels à risque. Ensuite, une sélection d'objets. Et enfin, on prépare des textes. Donc, la valeur de la préparation de cette liste rouge, c'est également de pouvoir mettre en place un réseau de professionnels sur ces questions. Et je crois que c'est véritablement la valeur ajoutée de ce processus. Merci beaucoup. Merci, Darinka. Et toutes mes excuses encore une fois de vous avoir interrompu. Et merci d'avoir répondu aux 2 questions que j'avais posées. Nous passons maintenant à notre 3e intervenant, quelqu'un qui va nous présenter un autre outil extrêmement important, un outil tout aussi important que les listes rouges. Il s'agit de Corrado Catesi, qui est coordinateur de l'unité œuvres d'art chez Interpol. Il est lieutenant-colonel dans le corps des carabinieri italiens. Il travaille donc pour Interpol ces 16 dernières années. Il a été impliqué dans la lutte contre le trafic illicite de propriété culturelle au niveau national et international. Il est le point de contact de coordination des activités d'Interpol. Corrado, Darinka, pouvez-vous arrêter le partage de votre écran, s'il vous plaît? Il faut que vous arrêtiez le partage. Et Corrado, s'il vous plaît. Tout comme Darinka l'a fait, vous allez nous donner des données sur le trafic illicite de propriété culturelle. Vous allez nous dire la façon dont Interpol gère ce type de délit. Et bien sûr, vous allez nous présenter la nouvelle application qui a été développée, un outil extrêmement utile à disposition des musées. Corrado, vous avez la parole. Merci beaucoup, Marina. C'est un honneur de participer à cette session modérée par vous. C'est la première fois. Merci à l'ICOM et à l'UNESCO de nous fournir cette opportunité de partager notre expérience sur ce que nous faisons pour lutter contre le trafic illicite de propriété culturelle. C'est quelque chose qui a déjà été dit plusieurs fois ce matin, mais la coopération internationale est vraiment le seul outil que nous avons à disposition pour lutter contre ce type de trafic. Alors, pour bien comprendre ce dont on parle, c'est important de comprendre qu'est notre ennemi. La dimension
du trafic illicite de propriété culturelle. Donc, depuis 2016, à Interpol, nous avons décidé d'envoyer une enquête à nos pays membres pour qu'ils nous fournissent des données sur le trafic illicite de propriété culturelle et sur les différents délits. On s'est intéressé aux données que nous avons reçues. Donc, pendant la période de la pandémie, en 2020, nous avons reçu des données venant de 72 pays. Donc, vous avez les chiffres de 2019 sur cette slide. Il y a eu moins de délits qu'en 2019, et donc des signalements de 72 pays, plus de 9000 délits. Donc, c'était plus de 12 000 en 2019. Objets volés, plus de 35 000. Il y en avait environ 56 000 en 2019. Mais pour tout ce qui était récupération des objets volés, 854 000 et quelques, plus d'1 million en 2019. Cela étant dit, le nombre des délits commis dans ce cadre de trafic illicite, donc pendant une période de pandémie, tout le monde aurait dû être chez soi en confinement, c'est tout de même totalement incroyable. Ça veut dire que c'est un vrai problème, un problème de criminalité qui touche tous les pays. Donc, où cela se produit-il? Donc, deux types de données. Ici, 2016 et 2019. Donc, tous les 3 ans, on mène cette enquête. Donc là, vous avez les données de 2016. La plupart des vols se déroulent dans des foyers privés et dans des bâtiments religieux. Mais en 2019, les chiffres étaient les mêmes pour les foyers privés, mais diminution pour les bâtiments religieux. On est passé à 18%. Cela étant dit, le nombre de vols signalés, évidemment, on parle des pays qui ont fourni les chiffres. Ce n'est pas forcément complet puisque certains pays n'ont pas de données à l'échelle nationale, comme cela a déjà été mentionné par l'un des panélistes précédents. Donc, il y a eu une augmentation de 4 points de pourcentage de signalement de vol dans des musées entre 2016 et 2019. Cela veut dire que même si la protection des musées s'améliore, nous avons tout de même besoin de mener beaucoup d'actions. Alors, parlons d'Interpol. Étant donné que les objets volés apparaissent sur le marché des années plus tard, entre 3 mois et 20 ans pour certaines régions, bien, chez Interpol, nous avons mis au point notre première base de données Interpol, la base de données intitulée « Base de données pour les œuvres d'art volées ». Et c'est considéré comme un instrument clé pour lutter contre le trafic illégal de biens culturels. Nous avons plus de 50 000 œuvres d'art enregistrées dans cette base de données de la part de 134 pays membres. Et cette base de données est ouverte et publique. Et évidemment, il n'y aurait pas de... L'anonymat serait conservé comme les registres de police, mais c'est un registre qui est public. Et évidemment, il se destine essentiellement aux musées pour qu'ils puissent vérifier, consulter cette base de données lorsqu'ils veulent faire l'acquisition d'un objet, mais également avant de recevoir un don. Et cela fait partie des mesures d'obligation de diligence. Interpol, nous menons d'autres activités, des enquêtes depuis 1946 pour soutenir nos États membres. Depuis 2016, nous organisons des opérations avec d'autres partenaires européens, d'autres partenaires régionaux. Nous organisons et participons à des ateliers et des formations dans le monde entier qui sont organisés pour toutes les parties prenantes, et notamment dans le domaine de la lutte contre le trafic illégal de biens culturels. Mais il y a également
une coopération internationale dans laquelle nous essayons de faire des efforts, ou une coopération avec tous nos partenaires internationaux impliqués, ICOM, UNESCO, Unidroit et bien d'autres. Je ne mentionne que les plus importants sur cette diapositive. Évidemment, depuis 2017, nous proposons des analyses de la criminalité et sur les moyens de lutter contre cette forme de criminalité. Et nous partageons ces informations avec nos partenaires principaux. Et puis, nous essayons d'innover nos outils grâce à la Commission européenne qui accepte de soutenir cet atelier. Eh bien, la base de données a pu être rénovée et nous voulons procéder à une nouvelle innovation d'ici la fin de l'année, mais nous pourrons ainsi avoir notre première application Interpol mobile qui s'appelle IDR. Il n'y a pas de contrôle d'accès. Il est disponible, accessible par n'importe qui. C'est une application mobile que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, avoir dans votre poche, et vous pouvez ainsi vérifier, consulter cette base de données avec 50 000 œuvres d'art. Et elle est accessible partout, n'importe quand. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion à Internet. L'application est téléchargeable sur les appareils qui fonctionnent avec Apple ou Android. Il est accessible par le public, par la police. Il est disponible dans les 4 langues d'Interpol, arabe, anglais, français, espagnol. Et toutes les données présentes dans cette base de données sont destinées au public. Cela signifie qu'il n'y a pas de contrôle de la part d'Interpol. C'est très important. Et ce que vous faites avec l'application sur votre téléphone ne peut être vérifié par Interpol, seulement à des fins statistiques. Il vous reste 1 minute, Corrado. Merci et désolé d'être un peu en retard. Vous avez ici les QR codes pour télécharger l'application mobile en utilisant soit l'App Store, soit Google Play. Et en ce qui concerne l'utilisation de cette application, vous avez des recherches manuelles si vous le souhaitez. Vous avez d'autres fonctionnalités également. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des sidecards, utiliser Object ID, et tout cela peut être exporté au format PDF, envoyé à n'importe qui, n'importe quel destinataire par email. Alors pourquoi utiliser ID Art? Eh bien, pour avoir des inventaires de vos collections, par exemple. L'ICOM nous a donné l'autorisation d'utiliser Object ID pour cette application. Et vous pouvez vraiment faire ces inventaires gratuitement. Et si vous constatez quelque chose de normal, vous pouvez envoyer des rapports et vous pouvez vérifier la provenance d'un objet qui s'avère être volé. Et Marina, je vais bientôt terminer. Il faut surtout que vous partagiez ces informations aux autorités grâce aux sidecards. Si quelque chose se passe avec la collection que vous avez, tous les objets que vous avez, vous pouvez utiliser ces sidecards, créer le PDF, l'envoyer par email aux autorités, aux forces de l'ordre et aux autorités qui sont impliquées. Qu'il y ait eu des attaques terroristes Marina, sorry for the delay. No, you're not. ou tout incident de la sorte. Je vais m'arrêter là, je vais arrêter de partager mon écran et merci beaucoup. Merci, je suis en train de perdre mes partenaires. Je suis vraiment désolé, mais il faut que l'on soit les plus brefs possible. Merci beaucoup.
Je suis sûr, Corrado, que ceux qui nous ont écoutés vont aller sur le site que vous avez montré. Ils vont télécharger cette application. Corrado nous a proposé une présentation magnifique, mais il faut vraiment que vous utilisiez cette application qu'il a présentée. Alors, allez vous renseigner, apprenez à l'utiliser et vous pourrez ainsi vous approprier cet outil. Des outils sont proposés, mais vous devez apprendre à les utiliser. Et nous passons à notre dernier panéliste qui reste dans le domaine de la technologie, Martin Steinebach, responsable de la sécurité média et des équipes informatiques au Fraunhofer Institute en Allemagne. Je suis sûr que M. Steinebach, M. Steinebach a étudié informatique à l'université de Darmstadt. Donc, ce n'est pas le patrimoine culturel qui demande la technologie, c'est la technologie qui s'adapte à ce patrimoine. Et M. Steinebach va vous expliquer, vous parler d'une autre application, l'application Kiku, qui a été développée dans la continuité du projet Illicid, qui visait à retracer les biens culturels échangés illégalement provenant du Moyen-Orient. Alors, quelle a été votre expérience avec cette technologie, M. Steinebach, et comment les professionnels d'horizons différents peuvent-ils contribuer à développer l'application Kiku, en particulier dans le contexte muséal et le contexte du patrimoine culturel? Vous avez la parole, M. Steinebach. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je vais commencer avec un aperçu de ce qui s'est fait dans le cadre du projet Illicid, puis je présenterai l'application Kiku et je partagerai notre expérience dans ce domaine. Illicid était un projet avec des partenaires qui étaient des musées et l'objectif était de mettre au point des listes de descriptions d'objets qui avaient potentiellement été obtenus de manière illicite ou échangés de manière illicite. Et vous voyez ici sur l'écran les objets que nous avons utilisés pour nos recherches. Les autres objets dans ces colonnes sont des résultats de recherche qui s'appuient sur des caractéristiques similaires. Cet outil fonctionnait assez bien. Il permettait vraiment d'identifier des objets similaires. Et à partir des retours d'expérience de nos partenaires, nous en sommes venus à la conclusion qu'il fallait une application permettant aux non-experts de proposer des évaluations de ces projets. C'est dans cela que consiste l'application Kiku. Je vais vous parler de l'application en tant que telle. Nous avons les non-experts, comme par exemple les officiers de police, les officiers de douane, qui sont en la possession d'un objet. Et il est probable que l'objet a été échangé illégalement, mais ils connaissent très peu de choses dans ce domaine. Ils ont besoin de l'assistance d'un expert. Donc, l'application Kiku est une sorte d'assistance experte et l'application utilise des informations, une expertise qui vient des musées. On utilise l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle notamment. Et lorsque vous trouvez un objet, vous pouvez prendre une photo, vous l'envoyer au système d'apprentissage automatique et vous obtenez une liste d'objets similaires avec des informations contextuelles. Vous pouvez par exemple savoir
les dates auxquelles les objets ont été trouvés ou les régions dont ils proviennent. Donc, vous pouvez avoir un meilleur aperçu de l'objet, savoir si la provenance correspond. Et nous avons un système avec plus de 150 œuvres d'art, 150 000 œuvres d'art. À gauche, vous avez la Matochka, vous pouvez prendre la photo de cet objet et l'intelligence artificielle vous propose ensuite des objets similaires qui se trouvent dans la base de données. Et vous avez ici notre Matrochka, vous avez la date, contexte géographique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle est vraiment capable d'identifier des objets, même si les photos sont prises à des angles différents. Vous pouvez prendre une photo de l'objet depuis derrière et la reconnaissance pourra quand même s'opérer. Et vous avez des objets également qui peuvent apparaître dans la liste parce qu'ils ont d'autres caractéristiques similaires, la couleur ou le matériau. Et vous pouvez alors avoir, comme je l'ai dit, des informations sur la nature, le contexte autour de cet objet. Alors, votre question était de savoir ce que les musées peuvent faire pour soutenir cette lutte. L'intelligence artificielle s'appuie sur des quantités gigantesques de données. Lorsque vous utilisez Google ou lorsque vous avez Facebook, eh bien, l'intelligence artificielle s'entraîne avec des bases de données qui contiennent des quantités astronomiques de données. Et nous avons environ 140 000 photos d'objets qui sont répertoriées. Et la première chose que chacun peut faire pour aider à améliorer l'application Kiku et améliorer l'utilité de cette application, eh bien, c'est de fournir des données. Lorsque vous avez une photo d'un objet et des informations sur l'origine de l'objet, d'où vient l'objet, de quel type, donc c'est une combinaison de photos et de métadonnées lorsque vous pouvez fournir l'accès des données. C'est très utile donc pour améliorer donc l'apprentissage de l'application Kiku. Donc voilà ce que je souhaitais vous présenter. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Steinbach, pour cette présentation courte mais droite au but. Je crois que nous avons tous compris l'importance de cet outil, de cette application. Merci de nous avoir expliqué, bien que brièvement, la façon dont les musées peuvent contribuer. Comme on l'a vu lors de cette session, nous avons un cadre, les conventions, nous avons le code professionnel, hein, nous avons des outils réalisés par certaines organisations à disposition des musées également. Et là, maintenant, il s'agit de tous travailler de concert. On l'a dit plusieurs fois, la coopération est essentielle. Je souhaiterais remercier tous les participants de cette session et je m'excuse auprès de Maria notamment. Donc, je serais ravie de ne pas conclure, mais de vous laisser conclure justement. Vous avez commencé à répondre à la deuxième question, la façon dont un musée peut de façon efficace lutter contre le trafic illicite. Donc, merci à vous toutes et tous et je vais laisser le mot de la fin à Maria. Merci encore. Merci Marina. Merci pour ces présentations tout à fait intéressantes. Je serai bref pour que nous puissions tous aller déjeuner. Une chose que l'on peut faire, ce serait de traduire la liste rouge
dans vos langues respectives. Nous avons commencé à les traduire donc en suédois. Vous les avez derrière moi. Et j'espère qu'on pourra traduire celles pour l'Europe du Sud-Est l'année prochaine avec Sophie et l'équipe à Paris. Ce que nous faisons également, c'est que nous coopérons avec la police et la douane suédoise. Il y a une opération appelée Pandora ce mois dernier. Le projet est également de réaliser des vidéos pour les former au commerce illicite, donc pour la police et les douanes. Nous n'avons pas d'application comme Kiku, mais nous avons une adresse email et donc les agences répressives peuvent se mettre en contact avec nous. Il y a également la nouvelle législation de l'UE sur la façon dont on importe des biens illicites venant de l'extérieur de l'Union européenne. Et je voudrais donc parler de l'outil de l'UNESCO, un outil très utile qui va être développé. Nous avons donc un plan en 3 étapes pour traiter cette question. Tout d'abord, il faut se former nous-mêmes au sein des organisations, donc convention de l'UNESCO, donc aux recommandations de déontologie, etc. Il y a également la question du grand public. Ils doivent être sensibilisés à cette question. Il y a beaucoup d'intérêt et donc il faut pouvoir répondre à ces demandes. Et ces dernières années, nous avons organisé des séminaires internationaux en coopération avec la Syrie, l'Afghanistan, par exemple, pour avoir leur point de vue. Certains de ces séminaires sont disponibles sur YouTube. Nous allons essayer de refondre notre page Internet. Vous pourrez également trouver des informations à ce sujet sur notre page Internet. Et puis, donc, il y aura la traduction des listes rouges. Et un peu plus tard cette année, nous allons organiser un séminaire numérique pour célébrer le 51e anniversaire de la Convention de l'UNESCO. Et l'objectif de la conférence sera de s'intéresser au commerce illicite, donc notamment en lien avec les musées, les églises et d'autres sites culturels. Mais si nous continuons à collecter des objets, comment pouvons-nous continuer à lutter contre le trafic? Et la deuxième étape, ce sont des ateliers dans l'avenir et de la formation pour tout ce qui est vente aux enchères, plateforme de vente en ligne. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être risqué, donc on essaie de sensibiliser à ce sujet, sur tout ce qui est collecte d'objets. On n'est jamais sûr qu'on va pouvoir réaliser un bénéfice, parce que peut-être qu'il va falloir payer différents frais sur des objets culturels, un petit peu comme l'ivoire. Donc, il y aura d'autres événements qui vont être organisés sur l'identification des objets culturels. Donc, pour conclure, eh bien, il faut vraiment porter ces questions à l'attention du grand public. Je voudrais savoir s'il y a des exemples intéressants qui existent sur la façon dont on peut essayer d'intéresser les jeunes gens. Si l'on veut changer certains comportements, et c'est ça ce qu'on veut faire, on veut que les gens arrêtent de collecter des objets, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur la jeune génération aujourd'hui. Donc, si vous avez des exemples intéressants, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes. C'était extrêmement riche et intéressant. Nous avons pris un peu de retard, mais c'était merveilleux. Et merci également à nos interprètes d'être restés avec nous. Les interprètes vous remercient, Kirstine. Donc, atelier très intéressant. Et je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Maria, à savoir la journée du 14 novembre. Vous allez organiser un autre événement vous-même en Suède. Vous l'aviez déjà fait l'an dernier pour la première fois. La journée internationale contre le trafic illicite de la propriété culturelle. Et maintenant, ça va se poursuivre d'année en année.
le 14 novembre. Donc, tout le monde sera invité. Donc, n'hésitez pas à envisager l'organisation d'événements et les utiliser pour des activités de communication et de sensibilisation. Donc, afin de conclure notre atelier de ce matin, je souhaiterais vous remercier toutes et tous pour vos contributions et vos réflexions qui ont nourri les réflexions de chacun et nous allons poursuivre demain. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette première partie d'atelier et n'hésitez pas à revenir demain également, vous connectez pour 9h30. Nous allons poursuivre avec 2 autres sessions très intéressantes sur la coopération des musées avec les agences répressives, et également la coopération internationale et l'éducation, donc des points qui viennent d'être soulevés par Maria. Donc, nous pourrons discuter de ces sujets. Merci encore à vous toutes et tous. Bonne pause déjeuner et à demain matin, 9h30. Merci.